On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette petite voix dans la tête qui tourne en boucle, ces inquiétudes, ces scénarios catastrophes qui peuvent nous dévorer toute notre énergie. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi notre cerveau adore créer ce que l'on pourrait appeler des pensées inutiles. La question est simple, mais elle pique un peu. Qui n'a jamais passé des heures à rejouer une conversation dans sa tête ou à angoisser pour un événement qui, finalement, ne s'est jamais produit? Et la vraie question, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose? Ou est-ce que ça a juste pompé une énergie précieuse qu'on aurait pu mettre ailleurs? C'est exactement ça, une pensée inutile. Alors, voici le plan de notre exploration. D'abord, on va regarder sous le capot pour comprendre le problème, notre fameux système d'exploitation un peu daté. Puis, on verra comment le monde moderne a appris à l'exploiter contre nous. Et enfin, la partie la plus importante, on va découvrir des outils très concrets pour reprendre les commandes et, en quelque sorte, réécrire le manuel d'utilisation de notre propre esprit. Allez, on plonge. L'idée centrale, elle est à la fois simple et assez folle. Notre cerveau fonctionne avec un logiciel qui a été conçu pour un monde qui n'existe plus du tout. C'est un programme de survie qui était incroyablement efficace à l'âge de pierre, mais qui est aujourd'hui complètement dépassé par les événements. Et ce logiciel, il porte un nom, c'est le biais de négativité. Et attention, ce n'est pas un défaut personnel ou un signe de pessimisme. Non, c'est une fonctionnalité d'origine, un héritage de nos ancêtres. Notre cerveau est programmé pour donner une priorité absolue à tout ce qui pourrait mal tourner. Et la raison est simple, c'était une question de vie ou de mort. Cet exemple illustre ça parfaitement. Pour nos ancêtres, le calcul était vite fait. Si vous ratiez une occasion de cueillir des baies, bon, tant pis, vous mangeriez autre chose. Mais si vous ratiez la présence d'un tigre à dents de sabre, ne serait-ce qu'une seule fois, l'histoire s'arrêtait là. Donc, les plus prudents, les plus anxieux, ceux qui voyaient des menaces partout, ce sont eux qui ont survécu et qui nous ont transmis leurs gènes. Notre anxiété, c'est l'héritage de ces champions de la survie. Et au centre de commandement de ce système, il y a l'amygdale. Imaginez-la comme le système d'alarme de notre cerveau. Un système super sensible, un peu paranoïaque sur les bords. Dès qu'elle perçoit le moindre truc suspect, que ce soit une menace réelle ou complètement imaginaire, bam, elle déclenche l'alerte générale. C'est la fameuse réponse « combat ou fuite ». Et c'est là qu'est tout le problème, ce grand décalage. À l'époque, un échec, c'était potentiellement la mort. Être rejeté de sa tribu, c'était une condamnation. Aujourd'hui, nos échecs, c'est quoi? Une présentation ratée, un mail un peu sec. Ce ne sont pas des menaces de mort, ce sont des informations. Sauf que voilà, notre amygdale, elle, n'a pas eu la mise à jour. Pour elle, un email critique de son boss, c'est traité avec la même panique qu'un prédateur qui approche. Alors, on a déjà ce conflit en nous, ce bug interne. Mais comme si ça ne suffisait pas, le monde moderne a trouvé cette faille dans notre système. Et pire, il a construit des systèmes entiers pour l'exploiter en permanence, pour en tirer profit. Bienvenue dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Sur les réseaux sociaux ou les sites d'infos, le produit, ce n'est pas le contenu, le produit, c'est nous. Ou plus précisément, c'est notre temps de cerveau disponible, vendu à des annonceurs. Et pour capter ce temps, ils ont trouvé le bouton parfait sur lequel appuyer. Notre bielo-négativité. Un titre qui fait peur, qui indigne, qui angoisse, ça fonctionnera toujours mieux pour nous faire cliquer. Et les conséquences, on les ressent tous les jours. On se sent plus anxieux, notre estime de soi est constamment mise à l'épreuve par la comparaison sociale, on est fatigué mentalement, complètement vidé. On est en fait pris en étau entre notre cerveau préhistorique et une technologie qui nous dépasse. Bon, le constat est un peu sombre, je vous l'accorde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Alors, par où commencer ? Le premier pas, le plus fondamental, c'est d'apprendre à faire le tri dans nos pensées. C'est un outil d'une puissance incroyable. Le principe est d'une simplicité désarmante. D'un côté, il y a tout ce sur quoi on n'a absolument aucun contrôle. Le passé, ce que pensent les autres, le résultat final d'un projet, la météo. S'inquiéter de ça, c'est littéralement jeter son énergie par les fenêtres. Et de l'autre côté, il y a ce sur quoi on a la main. Nos actions, nos efforts, notre préparation et surtout, notre interprétation des choses. Et c'est là, et uniquement là, qu'il faut investir toute notre énergie. Une fois qu'on sait où focaliser notre énergie, on peut passer au deuxième outil, le recadrage. C'est, en quelque sorte, la méthode pour installer manuellement une mise à jour sur notre vieux logiciel cérébral. Et là, point très important, le recadrage, ça n'a rien à voir avec la positivité toxique. Il ne s'agit pas de se mentir, de nier la réalité ou de se forcer à voir la vie en rose. Pas du tout. Il s'agit de regarder les faits objectivement et de se poser cette question. Quelle est l'interprétation la plus constructive? Celle qui me met en mouvement, qui me donne du pouvoir et non celle qui me paralyse. La méthode est une sorte de petite routine en 3 temps. D'abord, on apprend à repérer la pensée négative au moment où elle arrive, sans se juger. Juste, tiens, la voilà. Ensuite, on la questionne. On lui demande ses papiers. Est-ce que tu es vrai à 100%? Est-ce qu'il y a un vrai danger là maintenant? Et enfin, on la reformule. On lui donne une nouvelle mission. On la transforme en quelque chose de constructif. Prenons des exemples concrets. La pensée automatique « j'ai encore échoué » peut devenir « ok, j'ai appris une nouvelle façon de ne pas faire les choses. C'est une information utile pour la suite. » Ou le fameux « je ne pourrai jamais faire ça » qui se transforme en « quel est le tout petit premier pas que je pourrais faire pour commencer à apprendre ?» Voyez le changement?
On passe d'une affirmation qui nous bloque à une question qui nous ouvre des portes. Ces outils sont vraiment puissants. Mais il faut être clair, ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule une fois pour toutes. C'est une pratique, un entraînement de tous les jours. Et cet entraînement demande une chose avant tout, de la douceur envers soi-même. En fait, le recadrage le plus important, c'est peut-être de recadrer notre relation avec notre propre anxiété. Ce n'est pas une ennemie à abattre, c'est plutôt une gardienne un peu trop zélée, une part de nous qui essaie de nous protéger avec des outils d'un autre temps. Elle fait de son mieux, elle ne mérite pas notre frustration, mais plutôt notre compassion. Finalement, le but n'est pas de faire taire cette gardienne, mais peut-être de lui parler, de la rassurer, de lui dire doucement que le danger est passé, que la guerre pour la survie est terminée, et qu'il est maintenant temps, ensemble, d'aller explorer le monde avec un peu plus de légèreté et beaucoup plus de curiosité.